Well, hello, everyone. Bonjour tout le monde. I want to thank all my colleagues who have joined me here today. This past fall, we have all witnessed an alarming rise in hate here in Canada, whether it is online or on our streets or in our communities. We have all seen the devastating impact of hateful words and hateful actions that have on our families, our communities, and our country. As a government, we have always been very clear. Hatred and racism have absolutely no place in Canada. And while freedom of expression is fundamental, it must never cross the line into hate, harassment, or intimidation. And let's also not allow actions of few dictate our perceptions of the entire communities. In these difficult and uncertain times, it is incumbent upon all of us to do not let fear, anger, pain, or frustrations chip away at our universal Canadian values of compassion, empathy, and inclusivity. Now more than ever, we must come together and unite around our shared values to navigate the challenges we're facing together. Because if there is one country that can come through these hard times together, it is Canada. That's why today I'm announcing that we have set aside $3 million for a Building Community Resiliency Call to Action Fund. This new priority aims to empower local initiatives that strengthen connections within communities, foster unity, build resilience, and establish a national network of best practices. Today's announcement builds on a success of projects that we have already seen across Canada, such as Foundation for Path Forward. This organization created a series of engagements between Muslim and Jewish community leaders that focused on actionable measures participants could take to combat racism and around healing the community around this extremely difficult time. By providing funding for projects like these, and we will be able to scale up the amazing work that's already happening from coast to coast to coast to unite Canadians, because at the end of the day, it is about bringing people together, to create opportunities, to have open conversations, and to understand so that together we can continue to create better solutions to the issues that we all face. You know, I always say that in Canada, diversity is a fact, but inclusion is a choice. And it is a choice that our government has been very deliberate in making since day one. And it is that choice to embrace our differences, the choice to celebrate our diversity that makes us Canadian. And it is a choice that our government will continue to make, because we know when we work together, we always find a path forward. The only way we can overcome hate is by uniting together. The Building Community Resiliency Call to Action will help ensure that we can all be part of a solution when it comes to building a more inclusive country. Thank you. Merci. Happy to take any questions. How concerned are you with the National Council of Canadian Muslims walking out of a meeting with the Prime Minister yesterday and signaling how upset they are with your government right now? Look, I think we all recognize that it's been an extremely difficult time for many communities across the country, including Muslim communities, including the Jewish community. I can tell you, alongside my colleagues here, we've all had very difficult conversations with Canadians from different communities. And I think National Council of Muslim organization is one that has a very trusted organization. We have and many members of our caucus, in fact, met with them yesterday. I engaged with them yesterday in Quebec City with many members of the communities, and we're going to continue to have these important, candid conversations and difficult conversations. But I think it's about programs like these that one I just announced today, the $3 million that we're putting aside through our building resiliency within communities. It's about bringing communities together. It is about fostering those relationships. It is about uniting Canadians and remembering that there is more that unites us than divides us. Vous pouvez nous expliquer en français concrètement qu'est-ce que cette annonce va changer? Juste un exemple concret. Oui, donc juste en termes d'un exemple, ce que le ministre Kera vient de dire, c'est effectivement ce qu'on voit maintenant, c'est beaucoup de divisions, beaucoup de tensions et une augmentation de haine dans notre société. Ça ne reflète pas notre gouvernement, ça ne reflète pas nos priorités comme gouvernement. La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. C'est un choix qui a été pris à plusieurs reprises par notre gouvernement. C'est un choix qu'on va toujours prendre. Avec cette annonce-là, ce que le ministre Kera
vient de dire, c'est qu'on va continuer sur ce voie-là avec un investissement de 3 millions de dollars, effectivement pour promouvoir le dialogue. Le dialogue est spécialement important en ce contexte-là pour promouvoir le respect et la communication entre les communautés, soit une communauté religieuse, soit des communautés racisées, soit des communautés des autochtones, soit concernant la transphobie, soit ça peut inclure la misogynie. Vis-à-vis un exemple, un aspect, c'est de créer plus de dialogue interfoi, interculturel entre les communautés de foi pour les donner les outils, effectivement, d'apprendre plus concernant l'une, concernant l'autre et augmenter leur connaissance et leur compréhension. Donc, concrètement, ça pourrait être quoi? J'essaie juste d'avoir un exemple concret, parce que vous dites encourager le dialogue. Est-ce que vous avez un projet en particulier dont vous pourriez me parler? Mais je peux souligner, par exemple, vous voyez que effectivement, un tiers de notre caucus est devant nous autres et en arrière de nous autres maintenant. Dans chaque comté de notre caucus, je suis certaine qu'il y a des personnes qui ont pris les étapes pour promouvoir les dialogues entre les communautés, spécialement les communautés de foi, les communautés interreligieuses. Ce qu'on peut faire avec ce financement, un montant de 3 millions de dollars, c'est d'augmenter cet aspect, ce projet, d'une façon nationale. Au lieu de le faire soit à Vancouver, soit à Montréal, soit à Toronto, dans ma propre circonscription, on peut promouvoir des programmes national vraiment qui vise une plus grande connaissance entre les communautés pour développer une plus grande connaissance et diminuer la haine. Qui va décider que les projets sont accessibles ou ont droit au financement? Je crois que les décisions seront prêtes on va recevoir des applications pour le financement. Ça va arriver vers le bureau du ministre et sa propre département. Et elle va, comme toujours, elle va décider quels sont les types d'applications qui vont être acceptables ou recevables. Mais ce qu'on vise, c'est vraiment de promouvoir la dialogue et de diminuer les tensions et la haine qu'on voit présentement et depuis plusieurs ans. Et c'est spécialement nécessaire lorsqu'on vient de juste célébrer et commémorer l'anniversaire du Holocauste il y a 3 jours et hier la commémoration du massacre qui est arrivé à la mosquée au Québec. Là, on trouve qu'il y a une lutte contre l'islamophobie et l'antisémitisme qui nous touche beaucoup et directement, qui touche tous les Canadiens, mais ce n'est pas juste les divisions comme telles, c'est les autres divisions vis-à-vis les femmes, vis-à-vis le LGBTQ, communauté LGBTQ, vis-à-vis les Autochtones. Il y a plusieurs enjeux où on peut trouver les solutions. Because so many of you are here, I wonder, is your caucus talking at all about the UNRWA funding cuts? I know there's at least one Liberal MP who has urged the government to reverse these cuts. Is this one of the difficult conversations you're having right now? I think we all first and foremost recognize as a caucus, and I think as members of our team, is that Palestinian civilians need more aid. In fact, that's precisely why our colleague earlier today announced additional $40 million for aid organizations that are providing life-saving support as we speak, whether it's the World Food Program or Red Cross, and we're going to continue to ensure that those in need on the ground, who are at the front of the humanitarian crisis, get the support that they need. In fact, I think it's also important at the same time, this shows to the diversity for our caucus that we have these difficult conversations. And it is between those difficult conversations that we find a path forward to ensure that we're supporting Canadians. And I think that's the same dialogue that I think Canadians are having. And we want to make sure we echo the work that's happening, through some of the work of different organizations, small grassroots organizations that are doing tremendous work in bringing communities together. Yesterday I was at Quebec City Mosque and I met with a youth council of the Quebec City Mosque, and they talked about the resiliency of the community. And you know what the youth told me? They said, Minister, tell us what more we can do to unite Canadians, what more we can showcase to Canadians, how we can build a community that we're so proud of. Because in Canada, diversity, as I always have said, diversity is a fact, but inclusion is a choice. And we all have to be very inclusive in bringing those voices forward, and also have to be very front and foremost, very at top of it, making sure we call out hatred when we see it,
And as a caucus, that is a commitment that we made to Canadians, and we're going to continue to make sure Canadians are supported every step of the way. Following up on my colleague's first question about the NCCM, it seems like a lot of the frustration from the Muslim, Arab, and Jewish communities has more to do with the fact that this government has not been clear in its stances throughout since this conflict started. How do you expect Canadians to be having dialogues with each other when this government itself can't even be clear on what it stands for, like every single time there's an update on this issue? I think, as I mentioned earlier, I think it's been an extremely difficult time for many communities across Canada, particularly the Muslim and the Jewish community. I know many of us here in our caucus have had very difficult conversations, and let's also recognize the fact that there's a lot of grief, there's a lot of fear, there's a lot of anxiety, and I can tell you as a minister responsible for diversity and inclusion, I am very worried about the rise in hate that we're seeing across this country, and I want to make sure we do everything that we can to support communities at this very difficult time. In fact, our two special envoys on combating Islamophobia and on combating anti-Semitism are doing tremendous work in the community. At the same time, I know my colleague, Minister LeBlanc, has been at the forefront meeting alongside Minister Virani, meeting with their counterparts to make sure the law enforcement agencies have the supports that they need. In fact, here with our caucus, we put forward and enhanced our security infrastructure program to support, communities, particularly around the security infrastructure that they needed. Look, the reality is this is an extremely difficult time. People are having difficult conversations. It is underscoring the fact that we come from a place of empathy, underscoring the fact that we come from a place of compassion when we have these conversations is so important, and that's some of the work that's already happening. As I mentioned, the Foundation for Path Forward, that is having these open dialogues with the Muslim and Jewish community members on the ground to build that unity, to foster that social cohesion, which is so important in this country, and we're going to continue to make sure we're supporting Canadians. You seem to suggest that the additional funding you're providing or the funding you're providing to other organizations can replace the work that UNRWA is doing on the ground. Is that what you're suggesting? Because many observers have said that UNRWA is the organization right now in Gaza when it comes to humanitarian support. And so do you think you can just replace the work that they're doing? Look, I think everyone recognizes that we need to support Palestinian civilians where they are as we speak. There is a humanitarian crisis that is taking place, and Canada will continue to support the humanitarian work that needs to happen. That's why, in fact, Minister Hussein put forward $40 million just today to support humanitarian aid organization, whether it is the World Food Program or the Red Cross and others, and we're going to continue to support Canadians and ensure those civilians get that support that they need during this extremely difficult time. Merci. Thank you. Mrs. Zaid, if you would please, what do you think should be done about the UNRWA funding, given that other money has been given to other... Yeah, no, I welcome that funding which has been given, but as I said in my statement also today, UNRWA is doing a very important work on the ground, and 2 weeks ago I was there in that region and I saw firsthand the work which they are doing in West Bank as well as like in Jordan, Amman, and I had many conversations with their Board of Education. So like UNRWA has been providing support, and I think that's the only helpline for the 2.3 million people living in Gaza right now who are facing a humanitarian disaster there, and it is important that we are there to support UNRWA to make sure that they can continue the important work which they are doing on the ground. That is really very much needed. Rafi? Funding announced to other relief agencies, is that enough as a stopgap for now? You seem unsatisfied with that. Funding is additional funding is good, important, but having conversations with the people of UNRWA, UNRWA, I think is doing a very important job because they are providing shelter to thousands and people in their schools.
they are making sure, so they need the resources to make sure that they can serve the community. It's I think like the most important helpline for the 2.3 million people living in Gaza because of the work which they do through their schools and the work which they have been doing during this crisis, like providing shelter. Like thousands of people are residing in their schools. Like schools are, like there is no education happening for the Gaza children, which was very sad to hear that. Like when I was in like Jordan, Amman, and I had a meeting with the director of education, hearing that none of the kid is getting any education is very hurting. As a mother, I think like education is the best gift we can give it to our kids. So like instead the books are being used by many families as a fuel. Okay. So like UNRWA is doing really important work, and I think like it's incumbent on us that like I totally like agree that those allegations are very serious against those, and I am pleased that like UNRWA has terminated their contracts and they have committed to full investigation, and UN is also has said that if like criminal charges have to be laid, they will lay that. But it's important that we make sure that UNRWA has those resources which are needed to like serve the people in Gaza. Started calling for the funding cuts to be reversed, at least publicly, until this morning in your letter. Were you hoping the government was going to do it on their own, behind the scenes, with something going on Yesterday there? we were having important conversations with I wanted to hear the community leader. We had some important and difficult conversations with the leadership across from coast to coast to coast. So I really wanted to hear them about the concerns, and I met Doctors Without Borders yesterday. I had a meeting with them also, and it was really very sad to hear from them that like hospitals are being bombarded, like all the very few hospitals which are up and running, like they are at 300% capacity. So I think it's important that we make sure that places like who are providing healthcare are protected. Like every war has rules, and it seems that what we are hearing, Israel is not following the international rules. Caucus colleagues backing you on asking for I think many reversal of people these have cuts? said, they have said about the UNRWA funding. So yesterday, many of my caucus colleagues had important and difficult meetings with the leadership of the Muslim community. It was like a very somber day, like as we reflect on what happened 7 years ago in Canada. So it is important that we have those conversations with the Canadians. Thank you. Comité du patrimoine, il y a Mme Tate qui s'en vient. C'est quoi vos attentes? Bien, écoutez, alors qu'elle vient d'annoncer des centaines de compressions à CBC et à Radio-Canada, elle a refusé de dire si les primes au cadre allaient être coupées. Donc, on veut avoir des explications. Est-ce qu'elle a l'intention de maintenir sa politique de primes au rendement au cadre dans une entreprise qui doit mettre à pied autant de personnes? Puis moi, personnellement, comme Québécois, je veux poser des questions à Mme Tate sur la répartition des coupures. Comment se fait-il qu'on veut faire des répartitions de coupures égales du côté anglophone et du côté francophone, alors qu'on sait que CBC anglophone est 3 fois plus gros que Radio-Canada, mais Radio-Canada rejoint 10 fois plus de personnes et joue un rôle vraiment essentiel dans la communauté francophone au Québec et hors Québec. Donc, elle a beaucoup de questions à répondre à nos questions sur le maintien des primes au rendement et sur la répartition des coupures et pourquoi est-ce que les employés de Radio-Canada n'ont pas encore su qui allait subir les contre-coups de ces coupures-là, de ce couperet. A-t-elle raison de faire des compressions sur le fond? Bien, écoutez, ce sera elle de nous justifier ces mais compressions. vous en pensez quoi? Est-ce Ben, qu'elle doit en faire? moi, c'est justement pour ça qu'elle est en comité, M. Sabia, pour répondre à nos questions. Donc, ça va. Oh, mon dos, oui, c'est... Il est PDG de Théo-Québec. On peut-tu lâcher les jokes sur le Québec? OK, d'accord. OK, on reprend, là, c'est correct? C'est bon. C'est pas rigueur. Non, mais je l'ai trouvé bonne, pareil. L'échange, oui, c'est ça. OK, d'accord. Mais donc, vous, ce que vous dites, c'est la répartition aurait dû être différente. C'est ça que vous dites? Bien, écoutez, moi, je veux qu'elle justifie. On ne peut pas dire qu'on fait des coupures parce qu'on n'arrive pas, puis faire des coupures équitables qui ne sont pas équitables, qui sont égales mais pas équitables, alors qu'une partie de la société d'État qui a des revenus publicitaires qui vont bien, qui a une très, très bonne audience, et l'autre qui, effectivement, ne rencontre pas son mandat. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier
qu'on va affecter le secteur de Radio-Canada. Si on prend une proportion, c'est peut-être 40 fois plus que le côté anglophone. Donc, j'aimerais que Mme Tate nous donne ces explications-là. Auriez-vous préféré... Concernant le projet de loi C-290 sur les lanceurs d'alerte, c'est le projet de loi du Bloc québécois. En principe, vous devriez voter dessus cette semaine. Est-ce que vous allez appuyer le Bloc avec le projet de loi? Est-ce que vous êtes en faveur de renforcer la loi entourant les lanceurs d'alerte? Bien, moi, je pense que les lanceurs d'alerte méritent d'être bien protégés. On l'a vu avec Arrive-Can, où il y a des gens qui ont lancé des alertes qui se sont fait congédier pas longtemps après. Par rapport au projet de loi comme tel, honnêtement, je vais vous dire que j'aimerais mieux pas me prononcer là-dessus, mais c'est clair que pour nous, les gens qui lancent des alertes, qui révèlent des scandales, il y en a plusieurs avec les libéraux depuis 8 ans. Je pense que ces gens-là méritent d'avoir la protection de leur employeur. Ça va? Merci d'être Bonjour et bonne année. Peter Julian, leader parlementaire du MPD. Je voulais dire que l'MPD est vraiment focusé sur les gens. Avec de session qui vient juste de débuter hier, on a vu ça à plusieurs reprises, y compris aujourd'hui dans notre demande pour un débat d'urgence sur la question cruciale du logement au pays et logement abordable. Et ça, c'est quelque chose que Jagmeet Singh, Blake Desjardins a fait le pitch là-dessus aujourd'hui. Ça n'a pas été retenu, mais on va continuer à pousser, il n'y a aucun doute, parce qu'on trouve ça extrêmement important qu'on avance à cause des gens au pays. On a vu ça en décembre, juste le mois passé, la loi anti-briseur de grève, le logement abordable pour les personnes autochtones, les soins dentaires maintenant qui commencent à être mis en place à travers le pays, aussi le remboursement pour l'épicerie et la pression qu'on a mis sur Loblaws et les autres grandes entreprises de réduire leurs prix. Ça, c'est toutes les choses que l'MPD a accomplies, les choses que l'MPD a faites, puis on va continuer à pousser dans cette session. So I just wanted to say Happy New Year to all of you. It's my first chance to be scrummed in the new year. And I wanted to reiterate that the NDP is going to, we're starting immediately to push to provide more supports for Canadian families that are struggling. That's why we called this morning for an emergency debate on the question of affordable homes. We believe this is absolutely critical, and we're going to continue to push for measures that are going to make a difference in Canadians' lives. We saw this just last month at the end of the session. All of the successes that Jagmeet Singh and the NDP had, we put in place, finally tabled after pushing the government, anti-SCAB legislation, dental care that is now being rolled out across the country. And I can tell you the number of people, particularly seniors and people with disabilities, families with kids under 18, the comments that I got in my riding about the supports that people can see starting to come their way and the difference that the NDP is making. Particularly dental care was an applause line at every seniors home I went to over the Christmas period. And we also pushed for the grocery rebate. We pushed for Indigenous, by Indigenous, for Indigenous-led housing, which in so many Indigenous communities is cruelly missing. And we have pushed for consumer protections because of the food price gouging that we've seen from Loblaws. Jagmeet Singh and the NDP pushed back when Loblaws tried to raise its price on expiring food. And I think the public outcry and the NDP's pressure succeeded in pushing Loblaws back. So you're going to see a continuation of that, the NDP pushing for regular Canadian families across this country through this entire period. And we're not going to stop on our pressure. Jagmeet Singh is not going to stop in getting things done for Canadians. Monsieur Julian, sur l'assurance médicaments, le budget s'en vient, on est un peu en avance, mais je voulais savoir, déjà ça a été repoussé. Est-ce que c'est une ligne rouge pour le prochain budget? Pour nous, l'assurance médicaments est fondamentale. Et on va continuer à pousser ça. On a une date qui est le 1er mars. Et moi, je suis confiant qu'on va atteindre l'objectif qui est la première étape, vraiment, le projet de loi, où on va avoir une entente là-dessus d'ici le 1er mars. On peut voir encore une fois la nécessité pour ça. On a vu Manulife qui a annoncé qu'ils ont fait un deal avec Loblaws qui va faire en sorte, inévitablement, que dans certaines régions du pays, les gens n'ont pas le même accès aux produits pharmaceutiques. La réalité, c'est que quand il s'agit d'une pharmacie d'un petit coin, d'un voisinage, d'un quartier,
ou quand il s'agit d'une pharmacie qui est dans un petit village, c'est pas clair qu'il va avoir l'accès à ces médicaments-là. Alors, ça donne, je pense encore une fois, un besoin criant qu'on mette en place un projet de loi pour le champ du médicament et commence à faire les autres étapes aussi. Les libéraux n'ont pas l'air aussi pressés que vous. Mais pour nous, l'NPD, il faut dire, à notre avis, les libéraux ne sont jamais pressés. Nous, on est toujours pressés, puis toute la liste des choses qu'on a accomplies le mois passé démontre le succès que l'NPD a eu en mettant la pression. Sur CBC Radio-Canada, Excuse, je vais juste continuer en français, puis je pourrais dire. Mme Tate va témoigner aujourd'hui en comité parlementaire. Ouais. Est-ce que pour vous, une répartition des compressions 50-50 entre le réseau français et le réseau anglais, c'est acceptable? Non, c'est pas acceptable. Il y a deux choses que j'aimerais dire là-dessus. D'abord, quand on donne des bonis au cadre exécutif à Radio-Canada, CBC, au même temps qu'on est en train de couper et faire la compression des services, pour nous, c'est pas acceptable. Et ça, c'est une question que je vais poser, Mme Tate, au comité cet après-midi. Deuxièmement, cette idée-là, et je vais répéter l'idée farfelue de M. Poilievre de dire, bien là, on peut couper, éliminer CBC, mais Radio-Canada va continuer à prospérer. C'est ridicule, c'est irresponsable, c'est farfelu parce que la réalité, comme je viens de Vancouver, là, Radio-Canada et CBC partagent souvent les mêmes ressources, souvent les mêmes édifices. Alors, c'est extrêmement irresponsable pour M. Poilievre de prétendre qu'on peut couper dans un service sans couper dans l'autre. Ça va toucher l'ensemble. Et pour les conservateurs de prétendre le contraire, c'est irresponsable. Donc pour le 50, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous trouvez ça acceptable qu'il y ait une répartition égale des compressions entre le réseau français et le réseau anglais? Pour nous, on trouvait ça inacceptable que là, ils font une compression des ressources. Et faire la compression des bonis pour l'exécutif. Pour nous, c'est les ressources qui devraient aller d'abord. Alors, la question des compressions, pour nous, est centrée sur l'usage que Radio-Canada fait présentement. Au-delà des bonis, est-ce que vous pensez que le réseau français... C'est important parce que vous êtes en train de dire, mais là, on accepte les compressions. Pour nous, la question que je vais poser, Mme Tate, c'est justement que là, c'est extrêmement important de mettre les services et des ressources où ils ont besoin à travers le pays, y compris en Colombie-Britannique. What are the main things you're hoping to hear from Catherine Tate today about the upcoming CBC cuts? I'm hoping to hear that she understands now that you shouldn't be giving executive bonuses if you can't provide the services at the base level. And what we believe is that CBC and Radio-Canada need to be investing in journalism across the country and providing communities to talk about themselves and for us to learn about each other. So the executive bonuses was incredibly badly placed. And we believe that what Radio-Canada and CBC need to do is do that investments at the community level. I do know one thing, and I'll say this again in French afterwards. The federal government subsidizes right now Meta and Google to the extent of $1 billion a year. That's the advertising subsidy that is given indirectly to Meta and Google. We have not seen from Meta and Google any responsibility about having Canadians tell stories about each other. And so this is where the federal government needs to act, press the minister on this. What we need to do is provide those supports for journalism, including CBC, so that Canadians can hear about each other. Alors, l'idée qu'on continue à subventionner indirectement Meta et Google à une échelle de $1 milliard par année, c'est ridicule parce que là, on voit que Meta ne fait rien pour contrer les désinformations et ne fait rien pour mettre en place cette possibilité que les gens comprennent la réalité dans leur localité, dans leur région, au pays, et qu'on comprenne la réalité des autres régions. Alors pour nous, au lieu de mettre $1 milliard à Meta et Google, ce sera mieux de mettre les ressources dans le bon journalisme qui est extrêmement important, y compris Radio-Canada et CBC. Has the committee gotten confirmation that Tate and her colleagues have actually taken the bonuses? That's one thing I'll be asking. You don't have confirmation yet, though?
We will be asking a number of questions on that, so stay tuned. It's Canadian Heritage. It starts at 4 p.m. Une révision du mandat de Radio-Canada CBC, est-ce que, comme l'a annoncé Mme Saint-Onge, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui ou non, et pourquoi? Nous, on trouve que c'est toujours important de renouveler des mandats. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'autant plus que Radio-Canada CBC joue un rôle crucial à travers le pays. Alors, pour nous, un renouvellement du mandat, c'est une bonne chose à faire. Il faut des consultations, il faut que le gouvernement comprenne. Et encore une fois, si le gouvernement continue à subventionner indirectement Meta et Google, en même temps qu'ils disent à CBC, mais on va changer le mandat, ça n'a pas de sens. Il faut que le gouvernement regarde où ils mettent l'argent maintenant et faire ça de façon plus sensée qu'ils font présentement. Est-ce qu'on a le temps de faire ça avant les prochaines élections et un possible gouvernement de Pierre Poilievre? Mais encore une fois, le renouvellement du mandat devrait toujours se faire. Je pense que c'est important. Mais le gouvernement peut couper des donneries, des ressources qu'on donne présentement à Meta et Google, et il pourrait faire ça rapidement. Alors, ça fait depuis l'année passée qu'on demande justement de cesser ces subventions indirectes. Et on espère bien que le gouvernement va commencer d'agir plutôt que juste de traîner les pieds à cet égard-là. Il devrait être dans un nouveau mandat de Radio-Canada. Mais grosso modo, la réalité, c'est que dans un cadre où on voit les médias sociaux, les grandes compagnies comme Meta et Google font de la haine et la désinformation, c'est d'autant plus important qu'on a l'accès aux bonnes informations. Le journalisme professionnel qu'on voit, c'est Radio-Canada. Et chez les journalistes de la Galerie de presse nationale, c'est quelque chose qui est crucial pour notre démocratie. Alors, un renouvellement du mandat, c'est aussi de s'assurer que cette fondation-là du bon journalisme est quelque chose qui va servir les Canadiens et les Canadiennes et notre démocratie. Est-ce qu'on devrait interdire, par exemple, le diffuseur public d'avoir recours à la publicité privée pour se financer? Moi, je ne suis pas convaincu là-dessus. Moi, je suis convaincu, comme je viens de mentionner à plusieurs reprises, que la subvention qu'on donne à Meta et Google est mal placée. Aux compressions, parce qu'il y en a quand même qui sont annoncées. Et encore une fois, je reviens à ma question. Est-ce que c'est acceptable pour vous que ce soit une répartition égale entre les deux réseaux, les compressions? Est-ce qu'il devrait y en avoir plus d'un côté que de l'autre? Encore une fois, pour nous, c'est les compressions. Mais non, les compressions sont pour nous le plus grand problème. Les bonis sont le plus grand problème. La subvention qui est donnée à Meta et Google est le plus grand problème. C'est évident que si on regarde la communauté francophone à travers le pays, y compris en Colombie-Britannique, que ça, c'est un service crucial pour les francophones. Il n'y a pas d'autres réseaux, sauf quelques sources de médias en Colombie-Britannique pour les régions francophones. Et il faut dire, en Colombie-Britannique, la population francophone augmente. Alors, c'est un service crucial d'avoir service à travers le pays en français puis en anglais. Ça, c'est pour nous primordial. Maintenant, comment on le répartit, ça va être quelque chose, bien sûr, qu'elle va être obligée de répondre au comité cet après-midi. Alors, restez à l'antenne, 4 heures, comité du patrimoine canadien. Merci beaucoup. Bonne année. Quand Mme Tate veut couper CBC Radio-Canada 50-50, vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a besoin d'y avoir un peu d'éducation, un peu de réflexion à cette décision-là. Je pense que dans les dernières semaines, pendant la longue pause qu'on a prise depuis le début du temps des fêtes, Mme Tate a peut-être pu réfléchir à sa position, à son plan de match pour les restrictions budgétaires. On va voir cet après-midi en comité si la réflexion mène à des résultats que tous souhaitent, je crois, du moins du côté du Québec, c'est-à-dire que de couper de façon égale ne veut pas dire de couper de façon équitable. Je veux dire par là que les besoins de couverture francophone, le mandat de Radio-Canada serait sérieusement plus difficile à accomplir si les coupures allaient comme Mme Tate souhaite le faire. On voit d'abord que l'appréciation des Québécois et des francophones au Canada pour les services français de Radio-Canada se manifeste beaucoup plus évidemment dans les codes d'écoute, dans la popularité des différentes émissions. Il faut en tenir compte. Il faut tenir compte aussi du besoin de protéger la couverture journalistique en région. Et ça, les coupures qui sont annoncées sont très inquiétantes pour ça. Voulez-vous que ça brasse avec Mme Tate? Vous l'aimez pas, Mme Tate, là.
Il n'y a pas du tout de question d'animosité envers Mme Tate. Moi, je pense qu'on ne s'en va pas là pour jeter les gants ou pas du tout. Moi, je pense qu'on doit avoir une conversation intelligente, on doit avoir une conversation qui soit responsable. Je m'attends à ce qu'on prenne conscience de la nécessité de préserver les services français. L'information en région, au Québec particulièrement, au Québec dans les régions, est menacée et il y a une responsabilité de plus en plus importante de Radio-Canada, de la part de Radio-Canada, pour assurer ces services-là et pour les préserver surtout. Quel devrait être le nouveau mandat de Radio-Canada? Mme Saint-Onge a dit qu'elle voulait le revoir. Ah, bien là, vous me posez une question à laquelle je ne pourrais pas vous répondre en 30 secondes. Je pense qu'il y a une grande réflexion que tous doivent avoir concernant le nouveau mandat de Radio-Canada. Les élus doivent avoir cette réflexion-là, mais la société civile aussi. Je pense qu'on doit se tourner vers l'avenir. On doit voir aussi quels seront les défis du futur. On a de la misère à réagir à ce qui nous arrive présentement en matière de changement technologique, en changement d'habitude de consommation, de l'information et du divertissement. Alors, c'est une réflexion qu'on devra avoir tous ensemble en tant que société, puis voir aussi qu'est-ce qu'on veut avoir, les Québécois et les Canadiens, comme diffuseurs publics. Est-ce qu'on devrait interdire le recours à la publicité par le diffuseur public pour se financer? Je pense que ce n'est pas du tout une réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Ça fera partie de la réflexion, comment le diffuseur public doit et peut être financé, en tout respect aussi des diffuseurs et des entreprises de radiodiffusion privées qui ont aussi des enjeux particuliers par rapport à la vente de publicité avec l'arrivée des géants du numérique. Que devrait faire Mme Tate avec les primes pour les cadres alors qu'on fait des compressions? Je suis convaincu que c'est une question qui va lui être posée. Encore une fois, il y a deux options. Soit Mme Tate arrive en disant on a trouvé que c'était pas raisonnable de donner des primes dans le contexte actuel, soit elle arrive avec des arguments qui vont faire en sorte qu'on va comprendre pourquoi elle accorde des primes aux cadres dans le contexte actuel. Alors, ce sera des réponses qu'on aura certainement cet après-midi avec elle. Vous la questionnez sur son voyage en Australie? Non. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce voyage-là? Bien, je pense que la réponse a été donnée de façon satisfaisante. C'est un voyage qui était probablement c'est arrivé probablement avec un très mauvais timing, mais c'est un voyage qui faisait partie des fonctions qu'elle occupe à l'international. Il était normal qu'elle assiste à cette réunion-là. Maintenant, même si le timing est discutable, je pense qu'on a d'autres clous sur lesquels on doit taper en priorité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le Bloc québécois propose un amendement au rapport PROC concernant M. Fergus. Qu'est-ce que vous pensez de ça, étant donné qu'ils utilisent l'événement caritatif auquel vous avez participé? Mais comme je vous l'ai dit, cet événement-là, c'était dans sa circonscription. Il n'y avait pas de frais d'entrée. Il y avait même mon collègue conservateur aux anciennes élections. Donc, c'était pas un événement là. Est-ce que vous croyez que c'est de l'acharnement? Qu'est-ce que vous pensez de... Bien, j'ai pas vu le débat, mais moi, concernant cet événement-là, que j'ai assisté moi-même, c'était dans la circonscription de Greg. Il n'y avait pas de frais d'entrée. Tout le monde était invité. Donc, il est arrêté de dire bonjour. Donc, pour moi, c'est pas un événement qui suscite autant d'intérêt. Est-ce qu'un amendement de ce style-là est pertinent? Est-ce qu'un amendement de ce style-là, pour enquêter davantage, c'est pertinent? Bien, moi, j'étais à l'événement, comme je vous l'ai dit. J'ai pas... Est-ce que l'amendement, l'idée, c'est pertinent? J'ai pas tout le détail parce que je ressors de mon propre comité, mais merci. Merci, Mme Chappelle.